Bonjour à tous. Louis Caron et moi-même allons vous présenter notre projet qui s'intitule Analyse et prédiction des évolutions de titres boursiers avec Transformers. Dans un premier temps, nous verrons le contexte du marché financier, puis les objectifs de notre projet, ensuite la méthodologie que nous avons appliquée, les résultats obtenus, et nous finirons par une discussion de ceci et du projet dans son ensemble. Nous allons donc commencer par définir le contexte de notre projet. Une bourse est un espace virtuel dans lequel il est possible d'acheter et de vendre des titres financiers. Ces titres peuvent être des parts d'entreprise, on parle dans ce cas-là d'actions, mais il peut aussi s'agir de contrats sur des matières premières comme le blé ou le pétrole, ou encore de produits financiers plus élaborés comme des ETF. Il existe plusieurs bourses à travers le monde et même au sein d'un même pays. On peut par exemple citer la bourse de Montréal et celle de Toronto pour le Canada. Les marchés ne traitent pas tous les mêmes produits financiers. Il existe par exemple des marchés spécialisés dans les actions d'entreprise, tandis que d'autres sont spécialisés dans les matières premières comme à Chicago ou encore dans les devises comme le Forex. Les prix de chaque titre suivent la loi de l'offre et de la demande. Ces prix évoluent donc dans le temps, comme on peut le voir ici avec l'évolution du S&P 500 qui représente les 500 entreprises les plus importantes aux USA. Pour un spéculateur, il serait donc très lucratif de pouvoir prédire les cours futurs, car il pourrait alors acheter des titres au prix bas pour les revendre au prix haut, générant donc un gain. Il n'existe cependant aucun moyen simple de prédire l'évolution d'un cours, car les marchés sont des systèmes complexes qui s'adaptent très rapidement aux nouvelles informations. De nos jours, les marchés sont presque entièrement informatisés, et la plupart des opérations sont faites par des robots. Les titres financiers sont ainsi représentés comme des séquences ou des séries temporelles. On peut en effet voir un titre comme une séquence contenant plusieurs valeurs à différents instants, comme par exemple le prix ou le volume de transaction. On peut cependant noter que, malgré son informatisation, la finance reste un milieu opaque et qu'il existe assez peu d'informations disponibles gratuitement en ligne, surtout en ce qui concerne les données historiques. Malgré cela et vu les gains potentiels, de nombreuses institutions financières qui possèdent ces données essayent de modéliser les marchés pour mieux les prédire. De nombreux modèles ont ainsi été testés, comme des modèles statistiques tels que les arbres ou des modèles de régression logistique. Plus récemment, beaucoup de travaux ont été faits avec des réseaux récurrents, notamment les RNN et LSTM, qui sont faits pour traiter des séries temporelles et sont donc parfaitement adaptés pour traiter un titre financier. Malheureusement, la grande majorité des modèles ne traitent qu'une seule séquence à la fois, et ils ne peuvent donc pas prendre en compte les relations entre chaque titre. Il est en effet admis que les titres ont des liens entre eux. Dans son ensemble, la bourse est un système complexe et les prix des titres ne sont pas des variables indépendantes. Par exemple, l'augmentation du cours d'une entreprise peut être le signe d'une invention qui handicapera son concurrent dont le prix baissera. Les relations entre titres peuvent cependant être difficiles à modéliser car elles sont souvent non linéaires et complexes. Dans tous les cas, on peut facilement émettre l'hypothèse qu'utiliser des modèles ne traitant qu'un titre à la fois limite leur performance. Il serait donc très intéressant d'étudier les relations entre différents titres afin de mieux modéliser le marché et ainsi d'obtenir de meilleures prédictions. Pour cela, il faut créer un modèle capable de traiter plusieurs titres en même temps. Il s'agirait d'analyser et de mettre en relation leurs informations temporelles et donc de traiter simultanément leurs séquences. Cependant, il n'existe aucune base de données publique pour entraîner un tel modèle puisque aucune base de données publique ne contient les informations standardisées de plusieurs titres, en tout cas à notre connaissance. En fait, la totalité des données financières historiques accessibles sont sous un format similaire à celui que nous pouvons voir ici à gauche avec le stock de Nvidia. Ce sont des informations journalières portant sur un seul titre à la fois. Il peut y avoir des valeurs manquantes parmi ces données, ou alors des dates pour lesquelles certains titres sont cotés mais pas d'autres, ce qui rend les comparaisons difficiles. Certaines entreprises rentrées récemment en bourse auront par exemple des séquences plus courtes que d'autres. De plus, le fait que les données ne soient accessibles qu'une par une rend la collecte d'informations lente et prône à erreur. Pour cela, on se retrouve donc avec un projet découpé en deux parties et avec un double objectif. Premièrement, créer un dataset contenant l'information standardisée de plusieurs titres sur une certaine durée, et deuxièmement, créer un modèle capable de traiter ces différentes séquences simultanément. Pour la base de données, les informations seront récupérées automatiquement depuis Yahoo Finance avec du web scrapping. Et en ce qui concerne le modèle, on s'inspirera des Transformers. Alors qu'est-ce qu'un Transformers? C'est un modèle de deep learning inventé en 2017 et conçu initialement pour faire du traitement de texte. Vous pouvez voir l'architecture d'un Transformers sur la droite de la slide. Le modèle est découpé en deux blocs qui sont l'encodeur à gauche et le décodeur à droite. On s'intéressera principalement à l'encodeur dans le cadre de ce projet. Sans trop rentrer dans les détails, il faut savoir que la particularité des Transformers est qu'ils utilisent le mécanisme d'attention pour traiter une séquence. Ce mécanisme, dont vous pouvez voir la formule à droite, consiste à générer trois abstractions Q, K et V à partir des données initiales puis appliquer la formule que vous pouvez voir ici. En pratique, cette opération permet de mettre tous les items d'une séquence en relation les uns avec les autres, puisque l'on multiplie les matrices des abstractions entre elles. Pendant l'entraînement, le réseau va donc théoriquement apprendre les relations non linéaires entre les différents items d'une séquence. Notons que la position dans la séquence n'a pas d'importance pour un Transformers.
ce qui permet de bien modéliser les relations entre les items ayant une grande distance entre eux dans la séquence. Les modèles Transformers et leurs variantes sont vus comme étant les meilleurs modèles de traitement de séquences de texte actuellement. La variante la plus connue est le modèle BERT, qui est composé de 12 encodeurs superposés les uns sur les autres. BERT est aujourd'hui considéré comme étant le meilleur modèle pour la quasi-totalité des tâches de traitement de texte. Malheureusement, les Transformers ne peuvent traiter qu'une seule séquence de texte à la fois. Notre second objectif consistera donc à créer un modèle de type BERT adapté pour qu'il puisse traiter plusieurs séquences financières simultanément. Notre premier objectif a donc été de créer un dataset contenant l'information standardisée de plusieurs titres sur une durée déterminée. Comme l'a dit Louis, cette base de données a été créée en faisant du web scraping sur Yahoo Finance. Nous avons choisi de nous limiter aux données du SP500, soit les 500 plus grosses compagnies américaines, car le marché américain est le plus gros du monde et possède plus de données que les autres marchés. Nous ajoutons aussi les séquences des monnaies les plus échangées, ainsi que certaines matières premières et certains index internationaux, comme le CAC 40 ou le Nikkei 225. Nous cherchons à nous limiter au marché américain, tout en donnant une information du marché mondial au système afin qu'il puisse comprendre et prédire de façon plus fiable. Nous récupérons la valeur des différents titres de façon quotidienne. Chacun des titres se compose de 6 valeurs, la valeur à l'ouverture, la valeur la plus haute, le nombre de titres échangés, etc. Lorsque nous rassemblons ces données, nous obtenons un tableau en 3 dimensions. La première qui a le temps, la deuxième les titres de bourse et la troisième les différentes valeurs de ces titres. Afin d'avoir des séquences de taille égale, nous avons décidé de supprimer toutes les séquences qui n'allaient pas jusqu'au 30 octobre 2004. Malgré cela, il manque tout de même certaines valeurs pour certains titres, ce qui donne des séquences de longueur différentes. Comme nous avons choisi d'utiliser un maximum de données, nous avons rajouté les valeurs manquantes par une copie des valeurs précédentes dans la séquence. Nous avons également voulu rajouter des valeurs pour aider notre système. Par exemple, si la valeur est une valeur artificielle, nous rajoutons un 0, et si c'est une valeur réelle, nous ajoutons un 1. Nous rajoutons également la position du titre dans l'année, afin d'aider le système à comprendre les phénomènes périodiques, et également la tendance du prix, si le titre est monté ou non entre le jour actuel et le jour précédent. Nous rajoutons également un encoding, car notre modèle est un modèle non directionnel. Une fois le dataset traité, nous avons pu nous consacrer à la création de notre modèle. Le modèle se compose comme présenté sur la slide. En premier, nous avons une couche d'embedding qui va permettre d'augmenter notre embedding de 11 à la valeur voulue via des couches full connectées. Augmenter l'embedding permet d'être plus fiable au niveau du mécanisme d'intention qui définit en partie sa taille via la taille de l'embedding. Avec un embedding trop petit, nous ne pourrons pas correctement corréler les informations. Cette couche est suivie de couches encodeurs qui sont stackées et se composent comme dans le modèle de BERT, avec couche d'attention et couche fully connected. Ensuite, nous séparons les données en deux. Une partie va dans la couche classification qui va nous donner la tendance du titre, s'il va monter, descendre ou s'il est trop volatile. La seconde partie va dans la couche régression qui va tenter de prédire la valeur du titre. Comme nous avons deux sorties différentes, nous utilisons deux losses différentes. Une pour la classification qui est une loss cross-entropie qui est couramment utilisée dans la classification multiclasse. Et pour la régression, nous utilisons une loss MSE, Mean Squared Error, qui est utilisée dans la régression ou la classification binaire. Ces deux losses sont combinées pour mettre à jour les poids du système lors du backward. Une fois le dataset et le modèle créés, nous avons élaboré un protocole afin que nous puissions l'entraîner et l'évaluer. Nous utilisons trois bases différentes, une base train pour entraîner le système, une base validation pour voir si le système performe correctement et qu'il n'y a pas de surapprentissage. Une fois que les valeurs obtenues sur la base validation sont correctes, nous passons sur la base test pour avoir nos résultats. Ces bases sont créées de la même façon. Nous prenons une valeur de départ de façon aléatoire dans le dataset. De cette valeur, nous prenons les 5 jours qui suivent comme entrée de notre système et nous tentons de prédire les 3 jours suivants. Passons maintenant aux résultats. Comme dit précédemment, nous avons deux objectifs à atteindre qui sont d'une la création d'un dataset contenant plusieurs séquences standardisées et de deux la création d'un modèle capable d'utiliser ce dataset efficacement. En ce qui concerne la création du dataset, on peut dire que c'est un succès puisque nous avons réussi à créer un script Python qui récupère automatiquement les informations de plusieurs titres sur une durée voulue. Tout ceci avec du web scraping sur Yahoo Finance. Ce même script s'occupe aussi de traiter les valeurs manquantes. Comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, on obtient donc un jeu de données standard qui permet de comparer efficacement les séquences de plusieurs titres entre elles. Alors bien sûr, l'exemple que vous voyez ici ne montre qu'une partie tronquée du dataset. En réalité, le dataset complet est composé de 477 titres, dont 430 du S&P 500, 16 matières premières, 19 monnaies et 12 index. La raison pour laquelle nous n'avons pris que 430 titres sur les 500 présents dans le S&P 500, c'est que certains titres avaient trop de valeurs manquantes ou alors des séquences trop courtes par rapport aux autres. C'était par exemple le cas du titre de Facebook qui est rentré en bourse en 2012 et qui n'avait donc pas assez de données. Notre script s'occupe aussi d'éliminer automatiquement tous les titres considérés comme ayant trop peu de données ou et avec des séquences trop courtes. En tout, le dataset contient les informations journalières de 477 titres sur environ 15 ans, soit 4620 jours. Et chaque information journalière contient 11 valeurs.
Parmi ces 11 valeurs, 7 sont des informations financières comme le prix d'ouverture ou le prix minimum par exemple, et les 4 autres ont été rajoutées pour permettre au modèle d'avoir des informations supplémentaires. Nous avons ainsi rajouté une valeur pour marquer si les données étaient réelles ou alors si elles étaient générées pour remplir une valeur manquante. Comme les modèles à base de transformers ne prennent pas en compte la position dans la séquence, les 3 valeurs restantes sont utilisées pour représenter l'appartenance des valeurs à un certain titre et de les positionner dans le temps. On a donc en fait rajouté des informations temporelles pour le modèle. Passons maintenant au modèle. Nous avons réussi à créer un modèle de type BERT composé de plusieurs encodeurs superposés et pouvant à la fois faire de la régression et de la classification. Le modèle en lui-même est fidèle à l'architecture de BERT et utilise le mécanisme d'attention, mais il est adapté pour traiter nos données. Ce modèle a été entraîné sur notre dataset pendant plus de 5000 steps et avec une taille d'embedding de 128 et les informations de chaque titre sur 4 jours. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, les résultats sont plutôt mitigés. D'un côté, le modèle converge, ce qui montre que notre architecture fonctionne et qu'il n'y a, a priori, pas d'erreur de programmation ni de bug dans notre pipeline, mais le modèle converge très vite et on atteint rapidement un plateau où notre modèle stagne. Le côté régression du modèle semble bien fonctionner vu que la fonction de mean square est très basse, mais la fonction loss pour la classification stagne trop rapidement et ne descend pas assez. Il faut savoir que notre modèle était assez léger à ce moment-là, puisqu'il n'avait que 3 encodeurs, ce qui lui donnait environ 2 millions de paramètres. Nous avons donc voulu augmenter la complexité du modèle pour voir si l'on pouvait obtenir de meilleures performances, par exemple en rajoutant des encodeurs supplémentaires ou en augmentant la taille de l'embedding. Malheureusement, nous n'avons pas pu lancer nos modèles plus complexes car nous n'avions simplement pas assez de RAM. En fait, même si les modèles n'avaient pas beaucoup de paramètres, ils avaient une complexité quadratique en termes de mémoire. Le simple fait de rajouter un encodeur ou d'augmenter la taille d'embedding faisait que notre modèle nécessitait plusieurs gigas de RAM supplémentaires. Pour vous donner une idée, même le serveur Juna de l'ETS, qui possède pourtant 16 Go de RAM, n'a pas suffi pour nos modèles. Le modèle que l'on présente ici est donc plutôt une sorte de proof of concept, pour montrer que les transformers peuvent être appliqués sur des séquences financières, mais nous n'avons pas poussé notre modèle jusqu'au bout à cause du manque de mémoire. Dans l'ensemble, nous pouvons revenir sur notre modèle qui est vraiment trop complexe. Non pas en termes de paramètres, environ 2 millions avec 3 encodeurs et un embedding de 128, mais en termes de mémoire utilisée. Chaque couche d'attention multiplie la mémoire utilisée par les données en entrée. La taille mémoire des données en entrée est déjà grosse. Leur taille correspond à un vecteur de taille nombre de jours multiplié par le nombre de titres, donc ici 477, multiplié par le nombre d'embedding 128, multiplié par le nombre de batchs, multiplié par le type des valeurs, ici en torche 64, donc sur 64 bits. Sans prendre en compte le nombre de jours, le nombre de batchs, l'entrée fait environ 480 kilooctets, qu'il faut ensuite multiplier par le nombre de jours voulus, le nombre de batchs et le nombre de couches d'attention. Cette réquisition de mémoire a pour conséquence de fortement limiter la taille des données d'entrée. Et bien que nous ayons un dataset de plusieurs milliers de jours, nous devons nous contenter de prendre des batchs de données sur 5 jours pour prédire les 3 suivants. Cette limitation de la mémoire nous donne des résultats qui sont plus que mitigés. Mais comme a dit Louis, la loss converge jusqu'à un certain point, et nous avons remarqué que plus les données d'entrée étaient faibles, moins la loss convergeait. Nous avons donc espoir que si nous arrivons à faire entrer plus de données en entrée, nous arriverons à de meilleurs résultats. Pour la suite du projet, nous allons travailler à augmenter le nombre de données d'entrée. Nous avons plusieurs pistes. Soit en réduisant la place mémoire du dataset, en changeant le type de variable par des entiers ou des torches 32, ou bien en enlevant directement des données et ou des titres qui nous pensons n'apportent pas suffisamment d'informations. Cependant, cette réduction fera perdre de l'information au système. On peut également enlever certaines couches d'attention dans le système, mais nous avons remarqué que moins il y a d'encodeurs, moins la loss convergeait. Une autre idée serait de tester notre modèle sur des serveurs dédiés, où la place mémoire est suffisante pour nous permettre de rentrer des données sur plusieurs dizaines de jours. Bien entendu, nous pourrons également combiner ces différentes solutions entre elles. La présentation touche maintenant à sa fin. Merci à tous pour votre attention et votre écoute. Nous tenons tout particulièrement à remercier Sylvie Raté, notre professeur qui nous a permis de faire ce projet, Christopher Brunet, doctorant en sciences économiques et sociales et également mon colocataire, qui nous a aidés tout au long du projet, notamment à cibler nos données. Merci également au site Yahoo Finance, qui met à disposition gratuitement ses données financières. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations supplémentaires ou si vous avez des questions. Merci à tous.